Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Mon titre est peut-être un peu trompeur parce que j'aurais pu vous présenter une sorte d'anthologie des plus beaux textes écrits sur le jardin des Tuileries. Cette anthologie d'abord existe, comme je vais vous le montrer dans quelques secondes. Mais quel sens cela aurait-il eu, si ce n'est juste le plaisir d'écouter de beaux textes? La littérature est intéressante en France pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est riche et belle, mais aussi parce qu'elle recèle parfois des pépites, des trésors. Il se trouve que j'ai un poste un peu particulier. Je suis au départ conservatrice de sculpture, plutôt 19e-iste, même franchement 19e-iste. Mais j'ai fait par ailleurs des études de lettres, d'où cette sensibilité particulière à la littérature. Et en fait, mon poste me permet d'utiliser justement cette sensibilité littéraire, puisque le jardin des Tuileries est un des jardins certainement les plus aimés des écrivains et les plus célébrés. Et mon poste consiste donc à être conservatrice d'une collection de sculptures à l'intérieur d'un jardin, ce qui est particulier en soi, mais aussi mon poste consiste je dois faire l'histoire des 5 jardins du domaine national du Louvre et des Tuileries. Alors, quand on commence l'histoire de ces jardins, on rencontre évidemment des histoires existantes. Je vous déroule mon introduction telle que je l'avais préparée. Le 19e siècle est vraiment le parent pauvre, d'autant plus qu'avec les commémorations Le Nôtre en 2013, le curseur s'est à nouveau bloqué pendant quelques temps sur l'époque de Le Nôtre. Et finalement, quand on lit toutes les histoires du Jardin des Tuileries qui ont été publiées, on se rend compte que le 19e siècle a mauvaise presse. Soit il est totalement escamoté, soit il est considéré comme peu intéressant avec tout le mépris que certains ont souvent pour le 19e siècle. Or, il s'est passé beaucoup de choses dans ce jardin, notamment parce que dès le 19 février 1800, le premier consul, futur Napoléon Bonaparte, s'est installé au palais des Tuileries et a rétabli là la tradition d'Ancien Régime. Donc mon propos va être d'utiliser la littérature pour ce qu'elle peut nous apporter sur le plan documentaire, en espérant que dans certains textes, on puisse trouver une forme de vérité, des éléments factuels capables de nous renseigner sur le 19e siècle. De quoi disposons-nous pour cette période? Des contes, mais il y a eu, à cause des révolutions, beaucoup de disparitions. Je vous donne un exemple. En 1848, les journées révolutionnaires ont conduit à des destructions très larges des archives du palais des Tuileries lui-même. Donc, on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à savoir exactement comment le palais et le jardin afférent ont été gérés. Alors, un certain Marcel Poët, grand spécialiste du patrimoine, a commis en 1924 un ouvrage relativement rare, qu'on trouve assez difficilement, qui s'appelle « Au jardin des Tuileries, l'art du jardin, la promenade publique », qui, comme son nom ne l'indique pas, est une anthologie de textes entrelardés de commentaires fort intelligents sur le jardin des Tuileries. Donc il y a là déjà une anthologie littéraire. En revanche, elle s'arrête à la fin du XVIIIe siècle. Donc ça, c'était ce que je vous disais, sur quoi on s'appuie pour faire l'histoire du jardin des Tuileries. Ce sont les séries de la maison de l'empereur ou de la maison du roi aux archives nationales, et comme je vous le disais, il y a beaucoup de manques. Alors sur quoi nous appuyer? Le plus factuel, ce sont certainement les guides, une littérature touristique qui prend son essor vraiment à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Et puis, ce qu'on a appelé les physiologies, c'est-à-dire des études qui sont une espèce de proto-sociologie et qui sont extrêmement à la mode dans les années 1830-1840. Donc, il existe, à ma connaissance, 5 physiologies du jardin des Tuileries qui ne portent d'ailleurs pas toujours ce titre. Dans les guides
à défaut des plans aux Archives nationales, on trouve des plans très simplifiés, mais qui sont riches d'enseignements. Donc ce plan, vous allez le revoir pendant toute la conférence à plusieurs moments, et c'est lui qui va nous aider à comprendre comment, où nous nous situons à chaque fois que je vous cite un texte. Alors, ce qui m'a semblé important, c'est que quand on aborde des textes littéraires, on est confronté à des appellations. Donc, en termes de méthode, il me semble important de toujours croiser les termes employés par les auteurs avec la réalité du terrain, la géographie du terrain. De quoi parle-t-on et où nous situons-nous? Je prends un exemple. Par exemple, aujourd'hui, cette zone de part et d'autre du grand couvert, c'est-à-dire la partie boisée du jardin, au-delà des parterres, ces parties-là, on les appelle les exèdres. Mais dans la littérature du XIXe siècle, on ne trouve absolument pas ce terme, qui est plutôt un terme qu'utilisent les spécialistes de l'architecture. En revanche, l'expression la plus courante aujourd'hui, c'est la grande allée. D'ailleurs, pour beaucoup de visiteurs, beaucoup de promeneurs, le jardin des Tuileries est avant tout une grande allée, un big mall, comme disent les Américains, qui permet de passer du Louvre à l'est, à la Concorde à l'ouest, et inversement. Alors, cette grande allée, en fait, on la trouve peu dans la littérature du XIXe siècle. Voilà, par exemple, une représentation d'une allée centrale, de l'allée centrale des Tuileries, qui va passer en vente bientôt dans l'une des nombreuses ventes de la célèbre collection de Roxane de Buisson. Alors, un poème de Nerval, qui n'est pas le meilleur Nerval, nous dit ceci: « Le coucher de soleil. Quand le soleil du soir parcourt les Tuileries et jette l'incendie aux vitres du château, je suis la grande allée et ses 2 pièces d'eau, tout plongé dans mes rêveries. Et de là, mes amis, c'est un coup d'œil fort beau, de voir lorsqu'alentour la nuit répand son voile, le coucher du soleil riche et mouvant tableau, encadré dans l'arc de l'étoile. » Vous êtes d'accord que ce n'est pas du meilleur Nerval. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce poème raconte un parcours, c'est-à-dire que Nerval se déplace d'est en ouest. J'ai orienté à chaque fois ce plan, c'est pour ça qu'il a la tête en bas, depuis le palais des Tuileries et le Louvre au-delà, à l'est, vers la place de la Concorde, qui est ici nommée place de la Révolution, et du grand bassin rond au grand bassin octogonal, dit octogone. On trouve beaucoup plus souvent au XIXe siècle l'appellation allée des Orangers. Alors, qu'est-ce que c'est que cette allée des Orangers? C'est assez difficile à comprendre. En fait, ce qu'on appelle l'allée des Orangers, c'est ce qui n'était pas du tout une allée jusqu'au début du XIXe siècle. En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade des Feuillants, là où M. Campion s'installe tous les étés, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est parce que à chaque fois que je fais une conférence, j'ai droit à une question sur Campion, donc quelqu'un se dévouera tout à l'heure pour me poser la question sur Campion et je me dévouerai pour répondre. Vous voyez que cette allée est plantée à l'époque et il y a encore les restes des gazons, des pièces de gazon que le nôtre avait installées, d'autant plus que sa maison se trouvait ici. Eh bien, au XIXe siècle, on a fait table rase, cet espace n'est plus du tout planté, et c'est ce qu'on appelle l'allée des Orangers, tout simplement parce qu'elle est ponctuée, en réalité, d'une série d'orangers en pot. Ça commence ici, le long de la rue de Rivoli, et vous voyez que les orangers sont très hauts, bien plus hauts que ceux que nous avons aujourd'hui au jardin, très nombreux, et ils sont taillés de manière assez verticale, un peu comme des grosses sucettes. Donc cette allée des Orangers, ça paraît curieux de l'imaginer aujourd'hui, mais elle était bien plus fréquentée au XIXe siècle que la Grande Allée. Donc c'est intéressant de savoir en termes d'usage que la circulation dans le jardin était complètement décentrée. Peut-être aussi parce qu'à l'époque de Napoléon Ier, on avait réglé la partie nord, la limite nord du jardin, grâce, entre guillemets, au percement de la rue de Rivoli, qui avait commencé à partir de la Concorde et qui avait été tiré vers l'est. Alors là, il y a une correspondance entre les images, effectivement, et puis les textes.
c'est le début des lithographies en couleur, des chromolithographies, de la presse illustrée. Ce développement va de pair. Et c'est devenu un cliché chaque année, au printemps, dans la grande presse illustrée. Eh bien, on représente l'allée des Orangers. Au fond, vous reconnaissez ici le pavillon de Marsan. L'allée des Orangers, abondamment fréquentée. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, même si elle n'est pas datée précisément, eh bien, les orangers ne sont pas encore là, justement. Donc, on est un peu, peut-être en ce moment, un février, peut-être un printemps un peu précoce en cette année 1867. Et on se rend compte dans l'iconographie que petit à petit, cette allée va se dépeupler. Et dans la carte postale ou les photographies, comme cette photographie du Fond Sirot à la Bibliothèque nationale, on se rend compte que les orangers sont toujours là, mais que la foule, elle, petit à petit, disparaît. Et à partir des années 1900 environ, la foule revient au centre, dans la Grande Allée. Alors, la littérature nous parle beaucoup plus de la Petite Provence. La Petite Provence, c'est cette partie qui est située en fait contre le mur de la terrasse du Jeu de Paume. Le Jeu de Paume n'est pas encore construit à l'époque, puisqu'il est construit sous le Second Empire. Ce plan date 1832. Et donc, que se passe-t-il ? Le soleil darde ses rayons très tard depuis le sud, et cette muraille nord conserve la chaleur très longtemps. C'est ce que nous explique Gustave d'Outrepont dans une monographie dédiée uniquement à cette partie du jardin. Vous voyez que cette physiologie est très détaillée, intitulée tout simplement « La Petite Provence », parue en 1833. Dans cet endroit privilégié, il y a du soleil presque en tout temps, et le soleil est si bon. Les bancs sont exposés à la chaleur du midi, et la grande muraille garantit du vent. Un autre, ça c'est un texte que je vais citer à plusieurs reprises. Malheureusement, on ne connaît pas son auteur, mais c'est un texte vraiment très savoureux, Promenade de Paris, qui détaille les jardins un peu dans l'ordre chronologique. Premier article, les Tuileries, nous sommes en 1844. En quittant cette allée et en laissant à gauche le grand bassin, on trouve un lieu abrité du nord qui porte sans indignité le doux nom de Petite Provence. Tous les Parisiens connaissent cet Éden de l'enfance, cette serre chaude où se développent les petites plantes délicates qu'on appelle des enfants. La Petite Provence enferme dans son étroite enceinte toutes les fragiles créatures à peine échappées au biberon et au maillot. Quand on pense à ça, il ne faut pas oublier la mortalité infantile très importante à l'époque. Là s'en viennent les petites filles vêtues de blanc en l'honneur de la Sainte Vierge, les petits garçons que leurs bonnes portent sur le bras et qui agitent dans leurs mains impatientes quelques pelles de bois ou quelques hochets à grelots. À chaque pas, on rencontre une de ces petites fourmis occupée à sa grande besogne, le sable à creuser ou à amonceler, le ballon à atteindre, le cerceau à diriger. Il faut tourner sans chute autour de la chaise maternelle, ou bien, si on est compté parmi les grands, entrer avec grâce dans la ronde formée sous l'œil des jeunes mères qui murmurent d'une voix enjouée, quelquefois timide, les aimables refrains. Entrez dans la danse, voyez comme ils dansent. Ou bien, nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. J'abrège. Vous voyez qu'on est dans le pittoresque. Un autre chroniqueur, un peu plus tard, en 1852, déclare « La Petite Provence est pour les enfants et les invalides, car il y a là des vieillards, un délicieux séjour. On est mieux là qu'ailleurs pour s'essayer aux premières sensations de la vie ou pour achever d'exister. » Donc voilà l'iconographie des journaux, ici en 1862, donc, avec tout ce pittoresque. En fait, vous voyez les enfants au premier plan, d'accord, qui jouent. Alors, il y avait une bourse au timbre, les nourrices qu'on reconnaît à leur coiffe, il y avait beaucoup de nourrices normandes, les piou-piou, les soldats en uniforme, et puis là, ce sont les vétérans de l'armée qui dessinent au sol avec leur canne les plans de bataille de Napoléon. Ça, c'est attesté par la littérature. Et ça, c'est la littérature qui nous permet de décrypter ce genre d'image. Alors, il y a une permanence de ça. Voilà, par exemple, une magnifique photographie d'André Kertész en 1928 qui représente
qui a saisi donc cette atmosphère où tout le monde le soir comme ça est serré contre la muraille. Et aujourd'hui, alors c'est l'endroit où on bronze le plus longtemps possible, on devient bien cuit en fin de journée. Alors il y a une appellation qui m'a intriguée, c'est le jardin de Robespierre. Bon, j'ai compris tout de suite de quoi il s'agissait. En fait, c'est ce que nous appelons donc aujourd'hui ces exèdres. Pour vous donner une idée, il s'agit d'un lieu, on est dans un esprit très romantique. À l'époque de Lenôtre, il y avait là simplement un boulingrin, déjà de forme oblongue. Et en fait, ce qui a été ajouté à la Révolution, c'est deux choses. C'est d'abord ce banc semi-circulaire, qu'on appelle une exèdre, donc fortement architecturée, avec ici des chimères, inspirées, tout ça évidemment copié, franchement copié de Pompéi, de l'allée des tombeaux de Pompéi. Ici, une copie d'Antique, et là, les coureurs de Marly, Hippomène et Atalante d'un côté, Apollon et Daphné de l'autre. Et puis, un bassin dont on ignore s'il a vraiment existé, parce qu'en fait, on n'en a trouvé aucune trace archéologique. Donc, l'iconographie de ces exèdres est très abondante à l'époque, avec ou sans bassin. Et j'ai trouvé une évocation très intéressante, mais alors totalement par hasard, chez un écrivain, feuilletoniste, à l'époque on est souvent les deux, hein, on est journaliste et écrivain, Théodore de Banville, qu'on connaît surtout par ses poèmes parnassiens. La première fois que j'entendis prononcer le nom de Robespierre, ce fut au jardin des Tuileries. J'avais 7 ans. Au plus épais des marronniers, dans la douce nuit de leur noir feuillage, se cache une oasis où les disciples de Platon eussent été heureux de discourir sur l'âme immortelle. Des gradins demi-circulaires, taillés dans un marbre blanc comme la neige, entourent la statue d'un dieu jeune et beau. Devant ces degrés sans tache, un bois sacré de grands rosiers touffus cache ses pieds dans l'herbe semée d'étoiles, et des allées sablées d'or conduisent à l'éclatant escalier où la blonde Frosine ne dédaignerait pas de poser ses pieds le jour où, avec les nymphes et avec ses sœurs jumelles, elle revient nue mener ses chœurs dansants. On est dans un presque délire. Nous passions par là, mon professeur et moi, et comme je lui demandais quel roi avait réuni là ces enchantements. Mon ami, me répondit-il, à une époque lugubre et glorieuse que tu connaîtras et qui s'appelle la Révolution française, un homme nommé Robespierre fit planter ses rosiers et tailler ses marbres. Il voulait que les plus sages et les plus vertueux d'entre les vieillards vinssent s'asseoir sur ces degrés pour y servir d'arbitre dans les contestations qui s'élèvent entre les enfants au sujet de leur jeu. À cette idée que La Fontaine eût trouvée si belle, je pleurais. Ça, c'est le romantisme. Et chaque fois que je passe devant l'oasis du jardin des Tuileries, de douces larmes humectent encore mes yeux à ce souvenir. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a là le ressenti, le souvenir, le culte de la Révolution française qui est très importante. Et regardez quand et dans quoi ce feuilleton est publié. Il a été ensuite republié dans Mes souvenirs. Nous sommes en 1850 et j'ai regardé cette revue le 10 décembre. C'était une revue républicaine qui n'a paru qu'entre 1848 et 1850 et ensuite a été évidemment interdite par le prince-président futur Napoléon III. Alors voilà l'iconographie de ce qu'est devenu cet endroit. Là, nous sommes en 1910. Cette photographie magnifique de Genadjet est légendée, suivant les endroits où elle est conservée, comme le bosquet ou le jardin de Robespierre. Donc là, on se rend compte que probablement en 1910, quand Adjet légende ses photos, cette appellation existe toujours. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui ce banc architecturé. Il a été mis en eau par Pascal Cribier et Louis Bénèche. Alors, dans la géographie du jardin, il y a aussi ce qu'on appelle le jardin réservé, et nous encore, nous employons cette expression jardin réservé, qui en fait remonte à 1830. Je trouve que c'est un aspect très fascinant dans les jardins, que cette permanence des appellations, alors même que la chose a disparu, ou du moins qu'il n'en reste que quelques traces. En effet, Louis-Philippe, nous y revenons, avait pris une décision radicale. Il avait conservé Fontaine
comme architecte et paysagiste pour le Louvre, le Palais des Tuileries et les jardins. Et Fontaine, dans son journal, avait décrété, déjà sous Napoléon Ier, qu'il souhaitait isoler le jardin sur toutes ses faces. Donc qu'a fait Fontaine? Il a réglé les bords du jardin, et notamment les angles, qui ne l'avaient pas été encore à l'époque de Le Nôtre. Ça saute tout le temps. Et il l'a réglé en partie nord, comme je vous l'ai dit, par la construction, le percement de la rue de Rivoli. Et il a renforcé aussi toutes les autres limites. On est dans rien à voir avec votre ancêtre. Donc, ce que nous raconte ce guide des curieux et des étrangers aux Tuileries, c'est une histoire ultérieure. C'est la manière dont Fontaine intervient encore plus, cette fois-ci sur la limite est, en contrebas du Palais des Tuileries, puisqu'il crée ici ce qu'on a appelé le jardin réservé, ou les réservés, ou la réserve. Et vous voyez que le sacrilège est terrible, parce qu'en fait, il entame les croix de Saint-André des parterres de Le Nôtre, qui permettait effectivement de créer une patte d'oie, c'est-à-dire qu'à partir du jardin, à partir du jardin, en fait, on avait le choix entre aller au centre ou partir sur les côtés immédiatement du côté des terrasses. Alors voilà le détail. Il s'agissait en fait de créer une sorte de sas, si vous voulez, d'espace qui mettait à distance le public, parce qu'il faut bien imaginer qu'au Palais des Tuileries, on n'était pas à Versailles. Vraiment, les Parisiens se promenaient littéralement sous les fenêtres du roi. Et la reine Marie-Amélie se plaignait de ce qu'elle était obligée d'ouvrir sa fenêtre et de dire aux enfants « allez jouer ailleurs ». Auguste Renoir, le peintre qui habitait juste à côté rue de l'Échelle, dans son enfance, a raconté ça à son fils, Jean Renoir, qui l'a raconté dans ses souvenirs. Jean Renoir se souvenait de la reine Marie-Amélie lui disant « tu fais trop de bruit, va jouer plus loin ». Et d'autre part, Louis-Philippe n'est pas du tout arrivé au Palais des Tuileries de gaieté de cœur. Les Orléans, leur fief, c'est le Palais Royal. Ils n'ont pas du tout envie d'habiter aux Tuileries. Et Louis-Philippe n'y a consenti qu'au bout d'un an d'exercice du pouvoir, à condition justement qu'on crée cette espèce de sas qui mette la foule loin. Et évidemment loin de l'émeute, loin d'une éventuelle révolution. Louis-Philippe a échappé à pas moins de 10 attentats dans sa courte carrière de roi. Donc voilà ce que ça donne, c'est-à-dire que les beaux parterres tels qu'on nous les montre vers 1673, eh bien, en fait, sont coupés exactement là, pratiquement au droit des grands bassins, des petits bassins ronds dits viviers. Alors voilà ce que la photographie, petit à petit, nous montre. Bon, ça fait partie de ces vues stéréoscopiques que j'achète avec mes propres deniers. Entre nous soit dit, je suis à la recherche d'un mécène pour l'achat de ce genre d'œuvres. On trouve ça sur Internet, c'est fantastique. Donc on comprend bien qu'il y a là une espèce de cordon sanitaire, si vous voulez, entre le roi et son peuple. Donc le cordon est matérialisé par une barrière assez laide, je dois dire, et puis par un fossé qui va déclencher l'ire de la population. Donc des vaudevilles vont être écrits, le fossé des Tuileries, enfin bref. Le pauvre Louis-Philippe inaugure fort mal son règne à cause de ce fossé. Alors on le voit un petit peu sur ce genre de... Voilà, là on voit un petit peu le cordon ombilical. Et les visiteurs racontent l'effet produit. Au pied du château, le regard découvre d'abord la réserve du roi, avec ses allées soigneusement peignées, ses plates-bandes richement garnies, et ce triste fossé dont un tapis de velours vert et un espalier de lilas ne dissimulent pas assez la profondeur. Après se déroule ce qui reste du parterre de Le Nôtre, le tout encore largement modifié par les goûts nouveaux. Quelques pelouses d'une herbe fine, luisante, dont le pied de l'homme ne touche jamais les brins immaculés, mais aux soins de laquelle se promène librement l'oiseau cynique, etc. Autour de ces pelouses, semées pour le seul plaisir des yeux, se développent des encadrements d'arbustes et de fleurs, bordures revêtues d'un luxe un peu grossier, où le parfum délicat, où les nuances harmonieuses sont trop souvent sacrifiées aux grosses couleurs de la palette divine. Donc vous voyez que ce genre de description, finalement, assez précise,
on aimerait en savoir davantage. Je continue. Dans ces bassins de marbre frétillent des légions de poissons de la Chine qui font l'admiration des bourgeois attroupés sur la rive. Et là, on n'est pas loin de Daumier. Il y a d'ailleurs une caricature de Daumier que je n'ai pas réussi à retrouver, mais que j'ai en tête, qui en fait s'inspire directement de cette gravure parue dans l'illustration, avec les badauds. Oh mon Dieu, que cela nage bien, un poisson rouge! Alors la photographie, là aussi, est extraordinairement précieuse. Alors ça, c'est fantastique. Ce sont les daguerréotypes. À ma connaissance, c'est la première photographie connue du jardin des Tuileries. Alors, un daguerréotype, c'est absolument minuscule. C'est petit comme ça. Mais on peut zoomer et obtenir une qualité d'image qu'on n'a plus jamais atteinte depuis. Donc là, on voit l'autre côté. On vient du Pont Royal. Ici, c'est le pavillon de Flore. On rentre ici par une grille, on voit bien que le domaine est fermé. Il n'y a pas encore l'affreux souterrain Le Monnier qui existe aujourd'hui. Et on voit bien ici comment l'espace est bien ponctué par ces orangers qui étaient extrêmement nombreux. En fait, le jardin est truffé d'orangers. Il y a bien plus d'orangers que de sculptures, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous avons 52 orangers et autres agrumes aujourd'hui. Napoléon III va faire pire. Lui, il va étendre le jardin réservé jusqu'au grand bassin rond. Là, lacune. Je n'arrive pas à mettre la main sur un plan du jardin sous le Second Empire. Si vous en connaissez un, je suis preneuse. Et la photographie, là aussi, nous aide. Magnifique photographie de Charles Nègre, grand pionnier de la photographie, qu'on n'attend pas forcément ici. On est bien ici, dans le palais des Tuileries, et depuis environ une dizaine de mètres de hauteur, les fenêtres, pour le coup, de la reine Marie-Amélie, puis de l'impératrice Eugénie, on voit bien, effectivement, comment le jardin a été transformé. Donc, tout ce qui reste des croix de Saint-André de Lenôtre a disparu, et on voit bien que tout est orienté à partir du palais, c'est-à-dire qu'un système de langue, si vous voulez, enserre les petits viviers et s'arrête vraiment au pied du grand bassin rond. Donc les vues stéréoscopiques, voilà, c'est pas ça par exemple, j'ai pas acheté, j'ai vu sur eBay en 2016. C'est assez extraordinaire de voir comment vraiment le dessin de Lenôtre a été totalement sacrifié. Donc l'objectif de l'empereur et de l'impératrice a été de créer un cordon sanitaire avec là aussi un fossé et un certain nombre d'arbres exotiques dont nous conservons quelques spécimens aujourd'hui. Monsieur Wirth, je sais que vous aimez beaucoup les arbres. Eh bien, nous avons là des arbres qui ont bien 160 ans tout de même. Un oranger des Osages, un micocoulier, etc. Alors voilà ce que ça donnait quand on venait de la Concorde et qu'on abordait le grand bassin rond. Et là, ce sont les illuminations qui ont été conservées de l'exposition universelle de 1867. Et le prince impérial qui profite de ce jardin réservé pour, modernité oblige, apprendre à faire du vélocipède. Et donc voilà, l'empereur, sa femme et le petit prince. Et vous voyez la foule qui est massée là, derrière une grille, pas haute, mais la dissuasion, c'était le soldat en faction avec la guérite rayée. Alors, là, c'est assez frappant. Il y a vraiment un contraste dans cette photographie que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps à Carnavalet. C'est du stéréoscopique qui montre le palais des Tuileries, pour le coup, incendié. Et voilà ce qu'on y avait installé. Il y a même un kiosque absolument invraisemblable. C'est assez difficile aujourd'hui d'imaginer l'ambiance qui pouvait régner dans ce jardin réservé, lequel était quand même ouvert quand la cour n'était pas présente à Paris, ce qui arrivait assez souvent. Alors voilà une vue de 1871 qui donne une idée de la densité et de cet écran végétal qui avait déjà bien poussé entre le palais et le jardin. Alors pour bien que vous compreniez, donc le palais, je l'ai matérialisé ici, les parterres ici en forme de langue qui enserrent les viviers hérités de Lenôtre, le cordon d'arbres très très serré dont nous avons aujourd'hui quelques survivants. Et puis, de l'autre côté, on a créé le jardin du Carrousel à l'époque, en 1889, exactement en miroir, mais sans bassin faute d'argent, du jardin des Tuileries. Donc, cette appellation de réservé, nous l'utilisons toujours. La grille, elle est restée ici,
jusqu'à la rénovation du jardin par Crivier-Bénèche. On peut s'en souvenir, certains d'entre vous, moi je m'en souviens très bien. Et puis, ce que nous avons conservé, parce que nous avons tenu à garder les traces, c'est ce fossé qui aujourd'hui n'a plus aucun sens et qui a perdu ses grilles ici. On voit très bien les traces sur le mur. Alors la géographie du jardin et la géographie parisienne s'interpénètrent quand il s'agit de révolution. Et le jardin des Tuileries a été vraiment l'un des grands jardins révolutionnaires, entre guillemets, avec notamment le fameux épisode de la terrasse du bord de l'eau, où là nous allons rencontrer les merveilleuses plumes de Victor Hugo et surtout du Normand Gustave Flaubert. J'avais promis des Normands, vous allez avoir des Normands. Donc nous sommes ici sur la terrasse du bord de l'eau, plutôt sous la terrasse du bord de l'eau. Je vous montre à quoi ça ressemble aujourd'hui. En fait, elle était bien plus profonde. Les fouilles d'Anne Aliment-Verdillon en 2012 ont montré qu'on a là une perte de 80 à 1 mètre. Donc il faut imaginer que le sol commençait à peu près ici à l'époque de Le Nôtre. Mais il a été percé d'oculi plus tardivement. Je vous rappelle que pour Le Nôtre, la terrasse du bord de l'eau offre un magnifique point de vue sur la Seine, mais et surtout et avant tout une digue pour protéger le jardin des inondations, ce qu'on oublie toujours. Alors voilà ce que Victor Hugo nous raconte. Si vous n'avez pas lu Chose vue, je vous recommande cet ouvrage peu connu de Victor Hugo. Ce sont des notes accumulées au fil des années. Je vous recommande l'édition en folio. Voilà ce qu'il nous raconte. On va retrouver la duchesse de Berry. Le souterrain des Tuileries fut construit pour le passage de Madame la duchesse de Berry, quand elle se promenait dans sa grossesse sur la terrasse du bord de l'eau après la mort de Monsieur le duc de Berry. Je l'ai souvent vue à cette époque marcher lentement sous les arbres, vêtue de noir avec son gros ventre, seule ou suivie à distance par quelques femmes en deuil. Ce souterrain a 16 lucarnes grillées sur le jardin. Ces lucarnes sont rondes et la disposition de leurs barreaux les fait ressembler à des roues. C'est dans ce souterrain qu'on enferma d'abord les insurgés de Juin. Il leur était défendu de mettre la tête aux soupiraux. Les sentinelles tiraient sur toute figure qui apparaissait. On voit encore le trou d'une balle au bas d'une lucarne, la 3e à partir du château. Alors ça, c'est vrai, on voit encore des trous de balles, mais on en voit tellement que, à partir du moment où on sait qu'il y a eu ensuite plusieurs fois des combats dans le jardin, il est difficile de distinguer les trous de balles des journées d'émeutes de juin 1848 des trous de balles ultérieurs. Donc voilà, nous nous situons ici et voilà, toujours sur cette image que je vous ai montrée tout à l'heure, le souterrain est donc situé sous la terrasse du bord de l'eau et en fait permettait de passer directement, il allait plus loin, directement du palais des Tuileries à la terrasse du bord de l'eau et on débouchait en fait à l'intérieur de ce socle qui abritait une statue. Donc on le voit mieux ici et vous voyez les soupiraux ici, assez mal dessinés d'ailleurs. Alors, si vous connaissez bien l'éducation sentimentale, ça peut vous rappeler la célèbre scène du coup de fusil. Mais moi, j'ai eu envie de vérifier si Victor Hugo disait la vérité. Eh bien non, Victor Hugo est trompé par sa mémoire, parce que ce n'est pas du tout pour la duchesse de Berry que ce souterrain a été créé, c'est pour l'impératrice. Et ça, c'est Fontaine, l'architecte, qui nous le dit dans son journal. 4 mars 1811. L'impératrice, qui est près du terme de sa grossesse, s'est promenée à pied sur la terrasse des Tuileries du bord de l'eau. Un nombre prodigieux de curieux était accouru pour la voir. L'empereur m'a demandé de faire un passage pour communiquer sans interrompre la circulation publique des appartements du château à la terrasse et d'empêcher que le public ne puisse approcher des fenêtres du château du côté des parterres. Vous voyez que 30 ans finalement, 20 ans avant Louis-Philippe, l'idée était déjà dans l'air. Et donc, les travaux sont menés, commence le 13 mars, l'héritier du trône, l'Aiglon, le roi de Rome, naît le 20 mars, et le 8 avril, ce passage souterrain est terminé. Alors, ce passage souterrain, il a été creusé dans la terrasse, mais il me reste encore à comprendre sur le plan des travaux stricto sensu comment ça a pu se passer. En tout cas, ce souterrain existe toujours, mais il n'aboutit plus au pavillon de Flore puisqu'il a été coupé par l'horrible souterrain routier Le Monnier. Donc on comprend aussi comment le roi de Rome, que vous voyez ici dans sa charmante calèche, pouvait aller se promener comme ça sur la terrasse du bord de l'eau qui lui était réservée.
Et voilà la scène de Flaubert. Ils étaient là, 900 hommes entassés dans l'ordure, pêle-mêle, noirs de poudre et de sang caillé, grelottant la fièvre, criant de rage. Et on ne retirait pas ceux qui venaient à mourir parmi les autres. Quelquefois, au bruit soudain d'une détonation, ils croyaient qu'on allait tous les fusiller, alors ils se précipitaient contre les murs, puis retombaient à leur place, tellement hébétés par la douleur qu'il leur semblait vivre dans un cauchemar, une hallucination funèbre. La lampe suspendue à la voûte avait l'air d'une tache de sang, et de petites flammes vertes et jaunes voltigeaient, produites par les émanations du caveau. Dans la crainte des épidémies, une commission fut nommée. Dès les premières marches, le président se rejeta en arrière, épouvanté par l'odeur des excréments et des cadavres. Quand les prisonniers s'approchaient d'un soupirail, les gardes nationaux qui étaient de faction, pour les empêcher d'ébranler les grilles, fourraient des coups de baïonnette, au hasard, dans le tas. Ils furent généralement impitoyables. Et voilà la fameuse scène. Le père Roch, c'est ce riche propriétaire dont la fille Louise est amoureuse du héros Frédéric. Le père Roch était devenu très brave, presque téméraire. Arrivé le 26 à Paris, il avait été s'adjoindre à la garde nationale qui campait aux Tuileries. Et il fut très content d'être placé en sentinelle devant la terrasse du bord de l'eau. Au moins, là, il les avait sous lui, ces brigands. Il jouissait de leur défaite, de leur abjection, et ne pouvait se retenir de les invectiver. Un d'eux, un adolescent à longs cheveux blonds, mit sa face au barreau en demandant du pain. Monsieur Roch lui ordonna de se taire, mais le jeune homme répétait d'une voix lamentable. « Du pain! Est-ce que j'en ai, moi ?» D'autres prisonniers apparurent dans le soupirail, avec leurs barbes hérissées, leurs prunelles flamboyantes, tous se poussant et hurlant « Du pain !» Le père Roch fut indigné de voir son autorité méconnue. Pour leur faire peur, il les mit en joue. Et, porté jusqu'à la voûte par le flot qui l'étouffait, le jeune homme, la tête en arrière, cria encore une fois « Du pain !»« Tiens, en voilà !» dit le père Roch en lâchant son coup de fusil. Il eut un énorme hurlement, puis rien. Au bord du baquet, quelque chose de blanc était resté. Après quoi, M. Roch s'en retourna chez lui. Les dommages causés par l'émeute à la devanture de son immeuble n'avaient pas contribué médiocrement à le rendre furieux. Gilet jaune, ça évoque quand même quelque chose. Donc voilà, moi je ne peux pas passer près de ces oculis sans penser à cette fameuse scène et puis à ce témoignage aussi direct de Victor Hugo. Alors cette terrasse du bord de l'eau, c'est aussi un lieu qui se prête à d'autres événements. C'est le lieu des amours où on est à l'abri. Voici ce que Maupassant raconte dans Notre cœur, 1890. L'histoire est simple. Un oisif, André Mariol, est amoureux d'une mondaine, Michel de Burne, et son amour ne sera jamais partagé, même si elle accepte une liaison. Elle lui donne donc rendez-vous sur la terrasse du bord de l'eau, mais plutôt du côté de l'orangerie, enfin près de la Concorde. Il y fut 1 heure trop tôt, et il erra dans le grand jardin. Quelques minutes avant 10 heures, il monta sur la terrasse et épia son arrivée. Elle sera en retard, pensait-il. Elle venait cependant vers l'escalier qui monte à la terrasse, en ligne droite, comme si elle l'eût pratiqué depuis longtemps. « Tiens, se dit-il, elle doit aimer cet endroit et s'y promener quelquefois. » Il la regarda soulever sa robe pour mettre le pied sur la première marche de pierre, puis gravir les autres avec célérité. Et comme il s'avançait vivement pour la rencontrer plus vite, elle lui dit en l'abordant avec un sourire affable où germait une inquiétude « Vous êtes très imprudent, il ne faut pas vous montrer comme ça. Je vous vois presque depuis la rue de Rivoli. Venez, nous allons nous asseoir sur un banc, là-bas, derrière l'orangerie. C'est là qu'il faudra m'attendre une prochaine fois, une autre fois. » Il ne put s'abstenir de demander « Vous venez donc souvent ici ?»« Oui, j'aime beaucoup cet endroit. Et puis comme je suis une promeneuse matinale, j'y viens prendre de l'exercice en regardant le paysage qui est fort joli. Et puis on n'y rencontre jamais personne. Tandis que le bois de Boulogne évidemment, est impossible. » Mais il ne révélait pas ce secret. Il s'était assis sur un banc, près de la balustrade de pierre qui règne le long du fleuve, presque seul, invisible de tous. 2 jardiniers et 3 bonnes d'enfants étaient, à cette heure, les uniques vivants de la longue terrasse. Ce qui est très intéressant dans ces extraits, Hugo, Flaubert, Maupassant, c'est qu'on est là aux marges du jardin et que c'est ce dont on ne parle jamais et ce que souvent
personne ne commente, personne ne photographie. Alors, quid du végétal? On est très frustrés, on aimerait en savoir davantage finalement. Qu'est-ce qui poussait? Moi, je n'ai pas les comptes. Je n'ai strictement aucune information, à part quelques données sur des arbres, sur les plantes, le végétal, de quoi étaient composés les parterres, quels vivaces, quels bisannuels, quels annuels. On a des informations sur les marronniers encore aujourd'hui. Les marronniers composent 50% des arbres, des quelques 3000 arbres du jardin des Tuileries. Émile Zola en parle notamment dans Au bonheur des dames. Il y a là une scène que je n'ai pas le temps de vous lire, mais qui est assez longue. Au bonheur des dames, je vous rappelle que c'est l'histoire de l'ascension d'Octave Mouret, grâce à sa maîtresse, qui petit à petit développe un grand magasin, invente le concept du grand magasin. Et cela ne l'empêche pas de tomber amoureux d'une modeste vendeuse qui s'appelle Denise. Et il y a une scène nodale, vraiment très importante dans le roman, une scène de cristallisation amoureuse, pour employer un terme plutôt stendhalien, où Denise et Octave se rencontrent un peu par hasard dans le jardin des Tuileries, alors qu'Octave se rend chez sa maîtresse qui habite rue de Rivoli, dont les fenêtres donnent sur le jardin. Et en fait, la maîtresse est en quelque sorte occultée parce que le charme du jardin des Tuileries opère. Parce que, comme dit Zola, je cite, « Sous l'ombre noire des grands marronniers, à la nuit tombante, il y a une forme d'intimité qui se crée. » Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a là une rupture par rapport à toutes les scènes de séduction, qui sont un lieu commun, évidemment, de la littérature sur les Tuileries. Chacun sait que le jardin est un lieu de séduction. Alors, j'en ai profité quand même pour vous rappeler que Émile Zola était aussi un très grand photographe et qu'on connaît plusieurs photographies qu'il a prises justement des grands alignements de marronniers ou d'ormes dans le jardin des Tuileries et de la foule. Alors, une indication est intéressante, c'est la présence des lilas. Aujourd'hui, nous n'avons absolument plus de lilas au jardin des Tuileries, sauf un qui m'intriguait, qui était comme ça sur le côté, en contrebas du souterrain justement du bord de l'eau. Et il est moche, il est vieux. Un jour, j'ai dit au jardinier, pourquoi vous le gardez? Il n'a plus qu'une branche principale, toutes les autres ont été supprimées. Et il disait, mais on le garde parce que c'est un fossile, on l'appelle le fossile. Je me suis dit, d'où vient cette expression? Et j'ai compris, grâce à la littérature. Ma source, c'est vraiment ça. Je reviens à ce texte de l'illustration que je vous ai déjà cité. Ce triste fossé dont un tapis de velours vert et un espalier de lilas ne dissimulent pas assez la profondeur. Et là, on comprend mieux cette image, parce que regardez, le fossé, il est là. Il y a ici, donc, ça on le sait par les plans, il y a ici donc ce grillage, le fossé commence vraiment ici. Et en fait, les lilas sont très probablement ces masses assez basses, cette strate arbustive basse, pourrait-on dire, dont on ne voit pas les troncs, mais qui poussent vraiment dans les fossés proprement dit. Ça devait être, je pense, extrêmement coloré. Alors là on rêve, on rêve de ce que pourrait donner, je ne sais pas, si un peintre, un aquarelliste s'était posté sur le balcon ou à une des fenêtres du roi, il avait pu capter cette scène. Je cherche cette image, existe-t-elle? Je n'en sais rien. Et puis, j'ai traqué les lilas, partout, j'ai cueilli des lilas, et par exemple, une délicieuse nouvelle d'Alphonse Karr, qui s'appelle « Histoire de deux hommes riches à bon marché », parle abondamment des lilas. Alors, je vous résume cette histoire parce que c'est délicieux, on le trouve sur Internet, ça mériterait d'être réédité. Alphonse Karr, d'abord, c'est un très bon connaisseur des fleurs. Il a commencé comme journaliste, chroniqueur, très brillant, il écrivait énormément, une carrière très longue, et puis il a terminé sa vie comme pépiniériste, horticulteur, du côté de Nice. Et c'est quelqu'un c'est vraiment celui qui nous renseigne le plus, à titre presque scientifique, sur ce qui pousse au jardin. Donc vraiment, on peut lui faire confiance. Alors cette histoire est extraordinaire parce qu'elle joue sur un lieu commun de la littérature qui est la comparaison entre le jardin des Tuileries et le jardin du Luxembourg. Et en général, on oppose l'un à l'autre. On oppose le jardin de Catherine de Médicis, les Tuileries, à celui de Marie de Médicis, le Luxembourg. On oppose la rive droite, la rive gauche. On dit souvent que le jardin des Tuileries, c'est
un jardin royal, le jardin des oisifs, tandis que le jardin du Luxembourg serait plus celui des ouvriers, etc., ou des étudiants. Bref, cette opposition est un lieu commun. Et encore aujourd'hui, c'est assez drôle, parce que quand je dis que je travaille au jardin des Tuileries, on me dit « Ah, moi je préfère le jardin du Luxembourg ». Et souvent, les gens, on est d'accord que ce sont des jardins très différents, mais en même temps, il y a beaucoup de similitudes quand même. Et puis, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs on ne pourrait pas aimer et l'un et l'autre. Personnellement, j'aime et l'un et l'autre. Eh bien, au XIXe siècle, on ne peut pas aimer et l'un et l'autre. Donc, cette histoire est extraordinaire. Ce sont deux hommes qui se promènent très souvent l'un dans le jardin des Tuileries, et le jardin du Luxembourg, et finissent par sympathiser. Il y en a un qui dit « Moi, je préfère le jardin des Tuileries », l'autre dit « Moi, je préfère le jardin du Luxembourg ». Et ce sont des disputes, etc. Ça dure une bonne dizaine d'années. Et puis, un beau jour, au rendez-vous, celui qui préfère les Tuileries ne vient pas. Et quelques mois après, il écrit à son compère « Je viens d'hériter une petite propriété en province. Rendez-moi visite. Vous verrez, j'ai un charmant jardin. » Et l'ami qui aime le Luxembourg est absolument effaré parce que le jardin de celui qui aimait les Tuileries, qui s'est maintenant transformé en un petit gentleman farmer, en fait, il a une petite propriété minable et il a essayé de copier le jardin des Tuileries dans un espace qui, dit son ami, n'est pas plus grand qu'un des carrés du jardin. Et donc, il y a là une espèce de Bouvard-et-Pécuchet avant la lettre, hein, vraiment. Et je n'ai pas encore trouvé un spécialiste de Flaubert qui puisse faire le lien entre les deux œuvres. Qui a influencé qui, ça reste à voir. Bref. Donc, ce qui est très amusant, vous voyez, ça n'est pas de la grande littérature, mais ça nous renseigne énormément sur la perception qu'on a du jardin, les usages qu'on en fait. Alors, voilà par exemple, je reviens toujours à cette image. Là, on voit des choses quand même, hein. Un boulingrin, pas tout à fait complet, avec des pentes quand même assez fortes, une mise à distance du public, ces fameux gazons non pénétrés, et puis là, on voit des petites touches dans l'aquarelle, et puis des rehautes de gouache. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, figurez-vous que l'écrivain qui nous renseigne le mieux sur les plantes, et j'en finirai avec lui, en beauté, c'est Marcel Proust, un peu normand. Marcel Proust est l'auteur de, bien sûr, le chef-d'œuvre que vous connaissez, mais il a aussi publié, dans sa jeunesse, avant la recherche du temps perdu, un recueil qui s'appelle Les plaisirs et les jours, qui est merveilleux, qui est peut-être plus lisible pour ceux qui auraient envie de s'initier à Proust, qui n'ont jamais osé se lancer dans Proust. Et en fait, ce sont des sortes de poèmes en prose. Et Proust est un des grands écrivains du jardin des Tuileries. Il a beaucoup publié sur les Tuileries, beaucoup plus que sur le Luxembourg, ce qui est curieux parce qu'on l'attendrait plutôt au Luxembourg, a priori. Je cite « Au jardin des Tuileries, ce matin, le soleil s'est endormi, tour à tour, sur toutes les marches de pierre, comme un adolescent blond dont le passage d'une ombre interrompt aussitôt le somme léger. Contre le vieux palais verdissent de jeunes pousses. Le souffle du vent charmé mêle au parfum du passé la fraîche odeur des lilas. Les statues, qui sur nos places publiques effraient comme des folles, rêvent ici dans les charmilles comme des sages sous la verdure lumineuse qui protège leur blancheur. Les bassins au fond desquels se prélasse le ciel bleu luisent comme des regards. De la terrasse du bord de l'eau, on aperçoit, sortant du vieux quartier du quai d'Orsay, sur l'autre rive et comme dans un autre siècle, un hussard qui passe. Les liserons débordent follement des vases couronnés de géraniums. Ardent de soleil, l'héliotrope brûle ses parfums. Devant le Louvre s'élancent des roses trémières, légères comme des mâts, nobles et gracieuses comme des colonnes, rougissantes comme des jeunes filles. Irisées de soleil et soupirant d'amour, les jets d'eau montent vers le ciel. Au bout de la terrasse, un cavalier de pierre lancé, sans changer de place, dans un galop fou, les lèvres collées à une trompette joyeuse, incarne toute l'ardeur du printemps. Je vous remercie de votre attention.